Alors, je vais vous présenter Jean-Christophe en quelques mots rapidement. Jean-Christophe Ouais, n'hésitera pas à compléter si j'oublie des ouais, choses. voilà. Donc, Jean-Christophe, il va nous parler de l'éco-anxiété et donc ce qui veut dire l'impact des enjeux climatiques sur notre forme mentale, individuelle et collective et en entreprise. Hmm. Pourquoi est-il légitime pour nous parler de ça? Ben, je vais vous faire un petit peu sa bio rapidement. Jean-Christophe, déjà, c'est un adhérent. Donc, vous savez que dans le cadre de Synapse des communautés, on cherche à casser les silos, donc ne pas forcément toujours avoir des experts qui interviennent. On avait le mois dernier des animatrices sur la ludopédagogie. Et donc, aujourd'hui, c'est un adhérent que nous avons le plaisir d'accueillir. Jean-Christophe Beau, qui est membre du club Lyon Lumière depuis 2004, dont il a été également président de ce club. Il est franco-allemand, il est diplômé de HEC Paris et il a commencé sa carrière en 90 chez Peugeot Allemagne en tant que chargé de mission environnement, voitures électriques et recyclage. Avant de créer son premier cabinet de conseil en marketing Internet en 95, qu'il a fusionné en 2000 avec le groupe Cospirit, dont il est devenu vice-président et pour lequel il a fait une levée de fonds de 4 millions d'euros juste avant l'éclatement de la bulle Internet en 2002. Alors, à l'issue de ça, il a eu envie de marier son expertise business avec ses passions, des arts martiaux, dont il est ceinture noire, de la méditation qu'il pratique depuis ses études et des sciences cognitives. Et c'est ainsi qu'il a créé une start-up sur le bien-être mental au travail. Cette start-up s'appelle My Mental Energy Pro. Et puis, depuis cette rentrée 2022, eh bien, il s'est associé à nouveau dans un cabinet de sensibilisation à la RSE et transition écologique. C'est un cabinet qui s'appelle Act for Now, dont la vocation est de diffuser l'écologie du quotidien en entreprise. Voilà, c'est à ce titre qu'il vient nous parler d'éco-anxiété, des résultats d'une étude qui a été menée sur ce phénomène. Jean-Christophe, je te laisse la Ouais, parole. voilà. Merci beaucoup d'être avec nous et merci à Ben, tous. merci beaucoup, Florence. Et puis, alors, je remercie aussi Michel Besson, avec qui je suis associé sur My Mental Energy Pro et qui était un des intervenants que vous avez eu sur la communication gagnante, qui s'intéresse aussi à ces sujets. Voilà. Alors, du coup, juste avant la présentation, oui, quel est le lien entre le bien-être mental et du coup s'associer sur mettre en place de l'écologie du quotidien dans les entreprises? Eh bien, c'est ce que on va voir, puisque un des premiers facteurs de mal-être mental au travail maintenant, désormais, c'est l'éco-anxiété. Et que l'éco-anxiété, ça se résout notamment par la mise en action. Voilà. Et voilà, du coup, pourquoi le lien. Et effectivement, vous allez voir que du coup, pour moi, je retrouve un sujet d'implication, puisque j'ai démarré dans les sujets d'environnement. Voilà, ce qui reboucle un peu la boucle. Et du coup, je vais lancer ma présentation, si vous voulez bien. Voilà. Et puis, vous n'hésiterez pas à... C'est bon? Est-ce que vous voyez? C'est tout bon, Olivier. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. C'est tout bon. Merci. C'est tout bon là pour vous? Voilà, Impeccable. très bien. Euh, et donc, voilà pourquoi aussi, vous avez pu comprendre pourquoi il y a ces deux activités, My Mental Énergie, bien-être mental au travail et la mise en action. Voilà. Alors, du coup, le déroulé que je vous propose, et n'hésitez pas à poser des questions, hein, puisqu'on est un petit comité, c'est vraiment des chiffres sur cette réalité de l'éco-anxiété au travail, une enquête inédite qu'on a commanditée et réalisée fin juin, début juillet 2022. Donc, c'était avant l'été, mais il y avait déjà eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vague de canicule début juin, enfin fin mai, début juin, et les incendies. Du coup, on va parler du coup RH, l'éruption d'un enjeu clé pour les ressources humaines au travail. Et puis, on va aborder justement, mais c'est quoi les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire, comment passer d'une éco-anxiété paralysante ou complètement inhibante, déprimante, à une source de dynamique collective, euh, non seulement pour le bien-être des personnes, mais aussi, bien sûr, pour le bien-être de la planète. Est-ce que ça vous va? Voilà, n'hésitez pas à partager vos questions. Voilà. Alors, du coup, juste un petit mot sur cette enquête qui est assez inédite, hein, qu'on a fait pour. On a eu l'idée au mois de mai pour quantifier deux phénomènes majeurs qui datent d'avant l'été 2022. Hein. On rembobine un petit peu, même si l'actualité est tellement riche que ça paraît déjà le monde d'avant.
On parlait déjà des co-anxiétés, sauf que on en parlait surtout pour les jeunes, les lycéens, vous voyez, marge du climat, on en parlait très peu en tant que sujet de l'entreprise. Très peu en termes de sujets de risques psychosociaux au sein du travail, et très peu d'enquêtes, ou quasiment pas d'enquêtes, on n'a pas trouvé qui mesurait le phénomène au travail en France. Et puis, souvenez-vous aussi, toute cette défiance sur les jeunes diplômés, je ne sais pas si vous avez suivi tous ces déserteurs à tour de rôle entre les Sciences Po, les Polytechniques, les HEC, en fait, toutes les écoles, quand il y avait la remise des diplômes, les étudiants assez massivement manifestaient un peu leur désarroi et leur opposition, voire leur désertion face au monde économique. Voilà, c'était quand même un phénomène d'une ampleur qu'il n'y a jamais eu. Et du coup, on s'est dit, on va mesurer l'impact aussi sur l'attractivité. Est-ce qu'ils ont envie de travailler dans les entreprises et dans quelle mesure cette conscience va avoir un impact important sur le choix de leur entrepreneur, de leur employeur. Voilà. Et puis du coup, est-ce que l'engagement écologique du quotidien d'une entreprise, est-ce que ça impacte l'envie des jeunes d'y aller, de postuler ou de rester, puisqu'en même temps, entre-temps, il y a ce phénomène de grande démission, en tout cas, et ça, vous qui êtes aussi les animateurs au contact d'entrepreneurs, d'employeurs, vous savez que combien se plaignent de se dire « Oh là là, j'arrive pas à embaucher, quasiment quels que soient les secteurs. » Voilà, donc on a fait une enquête là-dessus. 28 juin au 4 juillet, donc là la date est importante, par un institut spécialisé, 1000 salariés, donc c'est que des salariés âgés de 20 à 50 ans, représentatifs en termes de géographie, de structure, d'âge, de genre, etc., de taille d'entreprise. Voilà, donc c'est ce qu'on dit, échantillon sur méthode des quotas, sur sexe, âge, etc., catégorie socio-professionnelle. Donc, dire que ces chiffres sont assez sont vraiment représentatifs de ces opinions. Voilà. Alors, du coup, on va commencer première partie, cette éco-conscience et éco-anxiété. Et puis, Florence, on va lancer la première question, même si on est une dizaine, pour voir les résultats de notre petit auditoire. Allez, c'est parti, je lance. Ouais. Vous allez voir un sondage apparaître. Voilà. Allez-y. Alors, vous pourrez répondre vous pouvez faire plusieurs réponses. C'est bon. Il me semble que tout le monde a participé. Est-ce que tout le monde voit les résultats ou pas? Non, on ne voit pas les résultats. Alors, je mets fin au sondage et partager les résultats. Normalement, là, vous le voyez? Ah oui, d'accord. Ouais. Eh ben, écoutez, alors évidemment, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que le thème vous intéresse, professionnellement ou personnellement. Oui, vous êtes une moitié, on est une moitié à ressentir de la colère, de l'angoisse aussi, effectivement, 20% de la déprime, voire des troubles somatiques, troubles du sommeil, voire perte de motivation au travail. Ça veut dire que 10% sur 10, on voit que c'est une personne. Mais, alors, tout ça pour vous dire, vous voyez là aussi, et du coup, c'est une introduction habile, pour les résultats nationaux que je vais vous présenter maintenant. Voilà, donc c'est la même question, du fait du dérèglement climatique, j'éprouve. On va passer un peu de temps sur cette slide. Alors, de l'impuissance, 65%, et là, vous avez le total, le score des jeunes diplômés, puisque sur 1000, dans l'échantillon, on a 215 jeunes diplômés. On appelle jeunes diplômés les moins de 35 ans et qui sont plus que Bac plus 3. Enfin, voilà. On peut prendre ce qui représente un peu aussi pour dire que c'est un peu les talents que les entreprises cherchent absolument. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez, puisque vous êtes déjà dedans, bon, la puissance, la colère, c'est à peu près le chiffre qu'on avait dans l'équipe. De l'angoisse, 39%. Ça, c'est l'ensemble des salariés. Mais quand on regarde les chiffres des jeunes diplômés, on est à 72% qui ressentent de l'impuissance, 60% qui ressentent de la colère,
48% de l'angoisse et 30%, 1 sur 3 quasiment, de la déprime. Et des troubles somatiques quand même plus importants que notre petit échantillon représentatif de nous-mêmes, voilà, puisqu'on est à près de 20% de troubles somatiques. Ce qui veut dire que, comme par ailleurs, il y a des enquêtes sur les risques psychosociaux en entreprise, où on arrive aussi entre 20 et 30% de salariés qui ressentent soit de l'angoisse, soit vraiment une forme mentale très dégradée, en fait, comme c'est les mêmes 30%, on voit que ces enjeux climatiques deviennent de facto un des premiers sujets de troubles mentaux au travail. Voilà, donc ça c'est… Alors on a laissé l'impuissance comme chiffre, puisque vous savez que l'anxiété est d'autant plus forte chez un individu qu'il se sent non capable d'agir. Il n'y a rien de pire, hein, ça c'est toutes les enquêtes qu'on a faites sur le stress. Avec des souris, ils mettaient des souris ou des rats dans une cage, ceux qui ne peuvent rien faire face à un événement stressant, émettent beaucoup plus d'hormones du stress que ceux qui peuvent avoir des solutions et se mettre en action. C'est-à-dire que de pouvoir, voilà, d'être impuissant face à une action, de la subir entièrement, est infiniment plus stressant que de se mettre en action. Vous voyez pourquoi, du coup, on voit déjà le lien derrière. Et puis, oui, on mettait ce chiffre aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ce chiffre de 46% des salariés là? En fait, c'est que plus une entreprise va sensibiliser les collaborateurs aux enjeux climatiques, aussi pour les mettre en action, faire comprendre sa stratégie, et bien plus elle va augmenter le niveau d'éco-anxiété. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que quand on est ignorant, même si avec l'été qu'on a eu, il y a de moins en moins d'ignorants, mais quand on est ignorant des enjeux climatiques, c'est sûr qu'on n'éprouve pas d'éco-anxiété. Et que c'est là, il faut souligner, peut-être qu'il y aura la question, que pour des psychologues qui il commence à vraiment y avoir des publications sur le sujet, l'éco-anxiété n'est pas une anxiété comme une autre, puisqu'elle est vraiment liée à, certains disent, une éco-clairvoyance ou une éco-lucidité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison à ça. Voilà, ce n'est pas une pathologie. C'est une réaction, on va dire, saine à une prise de conscience d'un risque réel, surtout quand on est plus jeune. Voilà, lorsqu'on est dans des âges entre 20 et 35 ans, qui eux, d'ailleurs, je vois que l'âge moyen de ceux que je vois ici, en gros, eux, ils auront 50 ans en 2050, voilà, entre 50 et 60 ans, enfin, ils auront un peu l'âge de notre assistance en 2050. Et c'est là où on annonce quand même des changements encore plus forts que ceux qu'on a connus, même cet été. Voilà. Est-ce que à ce stade, vous avez peut-être déjà des questions ou des surprises, sachant que moi, je ne m'attendais quand même pas à des chiffres aussi élevés. N'hésitez pas à réagir, à allumer votre micro et à réagir spontanément, comme on n'est pas très nombreux. Ouais. Je vous laisse prendre la parole spontanément, si vous le souhaitez. Ouais, moi aussi, je suis hyper surprise des chiffres hein, que tu nous affiches. Hein. Et, tu t'attendais à quoi, Catherine, moi? Ouais, quand même. Et en même temps, moi, je le vois depuis 2 ans dans mes consultations sur les jeunes publics. Moi, je suis nutritionniste, diététicienne, donc je travaille et spécialisée en micronutrition, je travaille beaucoup sur le stress aussi. Ouais. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de troubles intestinaux liés au stress, énormément. Ouais. Ok. Allez-y, réagissez. Oui, je voudrais. Mon problème, mon problème, c'est que avec cette étude, c'est que on isole un seul facteur explicatif. C'est-à-dire qu'on part dès le départ d'un facteur qui est celui des dérèglements climatiques. Or, il y a plusieurs critères. Moi, il me semble que l'aurait été peut-être plus pertinent de présenter les facteurs explicatifs, donc finalement, je dirais, de la colère des gens, par exemple, dans une entreprise, et ensuite isoler donc l'influence, donc finalement, des dérèglements. Mais partir de ça
comme seul facteur explicatif de la colère, de la déprime des salariés dans des entreprises, me semble quelque chose de biaisé au départ. C'est ça ce qui me pose problème. Ouais. Après, là, la formulation de la question était vraiment du fait du dérèglement climatique, j'éprouve. Ce n'est pas est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis déprimé. C'est en lien avec qu'est-ce que me fait le dérèglement climatique. Mais j'entends que ça serait très intéressant de demander aux gens est-ce que vous êtes en colère, oui, non, et puis après, ça serait quoi les facteurs et de faire le calcul de ce qui contribue le plus. Voilà, là, on est vraiment en déclaratif. Voilà ce que me fait ressentir le dérèglement climatique. Alors ça, c'est la formulation d'ailleurs qu'on a repris des plus grosses enquêtes qui a été faite mondialement par le Lancet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la revue médicale scientifique internationale qui a fait une enquête sur l'impact sur l'éco-anxiété dans 10 pays, et c'est les formulations qu'elle a reprises. Donc on sait qu'elle est là-dessus. Mais elle ne l'a fait que sur les 15-25 ans, comme si c'était un phénomène qui ne touche que les jeunes, les lycéens, vous voyez, Greta et ses collègues. Alors que là, on s'intéresse vraiment à tout âge. Et là, le chiffre de 39%, c'est sur l'ensemble des salariés de 25 ans. Alors, je vous propose d'aller un peu plus loin avec une autre question. Voilà la question numéro 2. Oui, pardon, il m'a semblé que quelqu'un voulait réagir, oui. Ouais. Non, je voulais juste savoir l'échelle qui a été utilisée, donc, qui est une échelle de Likert, donc est une échelle à combien de niveaux? Ou c'était juste des questions fermées à réponse multiple, c'est-à-dire comme ce que vous avez fait. Non, il n'y avait pas d'accord, c'était une échelle à 5 niveaux, pas d'accord. Voilà, pas d'accord, pas d'accord. Oui, donc 5 niveaux. Et il ne s'exprime pas. Je voulais réagir. C'est la première fois que vous faites cette enquête? C'est la première fois, mais on a bien prévu de la refaire. Donc, c'était vraiment voilà, justement, parce qu'on ne trouvait pas de littérature sur le sujet. C'est le sens de ma question. Est-ce que vous comptez le faire un peu comme un baromètre Oui, tout à fait. Et on compte le réaliser comme un baromètre avec, du coup, toujours les conséquences majeures qu'il y a pour les entreprises. Et à quelle fréquence? Tous les 6 mois. On se dit pour l'instant, on se dit le phénomène pouvant évoluer très rapidement, ne serait-ce qu'après l'été. Voilà. On s'est dit on ne va pas le faire juste après l'été, il faut laisser un peu l'automne, l'Ukraine, etc. tomber, mais l'idée c'est de le faire semestriellement. Et le but de l'enquête le but de l'enquête, c'est de faire le lien pour les entreprises, pour que dirigeants, DRH, responsables RSE prennent conscience de l'impact majeur que ça a sur l'attractivité d'entreprise, l'ambiance au travail, la dynamique du travail. C'est un des premiers sujets maintenant de ressources humaines. C'est ce qu'on va voir. Okay. Merci. Et du coup, de les accompagner, bien sûr, face à cet enjeu. Alors, la deuxième question. Allez, je lance. Pouvoir rejouer. Donc, vous devez voir le sondage. Êtes-vous d'accord avec les phrases suivantes? Et encore une fois, c'est un choix multiple, vous pouvez en sélectionner plusieurs. On attend. Affiché la question? Oui, j'ai affiché la question. On attend encore a priori 2 répondants. Mais je vais, voilà, je crois qu'on est à peu près au complet. Voilà. Je laisse encore 10 secondes si quelqu'un veut compléter ses réponses, en mettre d'autres. Là, tout le monde a répondu. Alors, je mets fin au sondage et je vous partage ça. Voilà. Vous devez le voir apparaître. Voilà, super. Alors, 100% de réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Rassurez, mais je crois qu'on doit radicalement changer le mode de vie. Voilà, 8 sur 10. Je crois qu'il est trop tard et qu'on n'empêchera plus une catastrophe climatique. Il y en a un seul qui a cité ça. Je pense que les innovations techniques suffiront. Voilà, il y en a 2 qui ont déclaré ça. Et un qui dit, je crois que les discours alarmistes sont exagérés.
Bon, notez, gardez ces chiffres en tête. Nous sommes et nous allons voir maintenant la réalité pour les salariés, nos 1000 salariés. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à cette question? Alors, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Eh bien, on arrive à des... Il reste, là, fin juin, début juillet, il reste 15% de ce qu'on appelle les climato-sceptiques traditionnels qui disent non, mais le réchauffement climatique, ce n'est pas lié à l'activité humaine, donc ça ne sert à rien de changer des comportements, quoi que ce soit. C'est le cycle usuel de la température du globe. Voilà, il en reste 15%. Il en restait 15% fin juin. Je crois qu'on doit radicalement changer nos modes de vie. Là, on est à 80%, c'est le chiffre qu'on avait. Et ça, c'est fin juin, début juillet. Donc, effectivement, quand le gouvernement dit « je vais introduire des notions de sobriété », parce qu'on est dessus, je crois que la sobriété est indispensable pour faire face, le gouvernement va prêcher dans les entreprises, on prêche des convaincus. Il y a déjà 80% de personnes qui, fin juin, début juillet, étaient complètement convaincus qu'il fallait changer et nos modes de vie et nos comportements. Ça ne veut pas dire qu'ils le fassent immédiatement, mais en tout cas, l'acceptation de cette sobriété, ce mot qui vraiment écorchait pas mal de bouches, en écorche beaucoup moins, en fait, était déjà accepté. Et par contre, on voit qu'il y a un gros écart dans notre population entre, je crois qu'il est trop tard, on n'empêchera pas une catastrophe pour l'humanité, on est à plutôt 47% de répondants, ce qui est presque un répondant sur deux qui est convaincu que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ira, on n'évitera pas la catastrophe. Ce qui corrobore le fait que quand on est plus jeune et on se pose la question d'avoir des enfants, est-ce qu'il est responsable d'avoir des enfants quand on pense qu'on arrive à la fin de l'humanité? Eh bien, un tiers des répondants en âge d'avoir des enfants disent « je ne souhaite plus avoir d'enfants ». Ensuite, on a ce chiffre, on en avait deux chez nous. Je crois que les innovations suffiront, ce qu'on appelle aujourd'hui les technosolutionnistes, ceux qui disent c'est pas trop la peine non plus de changer nos comportements, puisque entre l'hydrogène, entre les éoliennes, entre les énergies renouvelables, entre tout ce que la science va nous produire, c'est pas la peine de changer notre mode de vie. On peut garder notre mode de vie et juste changer les technos. Eh bien, en entreprise, c'est 30%. Et on en avait un sur nos 10. Je crois que les discours alarmistes sont exagérés. Eh bien, là, c'était un répondant sur 4 fin juin, début juillet. Alors, pourquoi alors là, pareil, je vous laisse exprimer vos réactions, puisque moi, je peux dire que de notre côté, on était très surpris par l'ampleur de l'acceptation des changements de comportement et par rapport à ce qu'on semblait lire, ou à l'époque, la doxa, l'opinion prévalente. Ça, c'était une grosse surprise. Très surpris par, je crois qu'il est trop tard, on n'empêchera pas une catastrophe climatique pour l'humanité. Question qui m'est venue d'ailleurs de ma fille, qui a 25 ans, qui est très dynamique, qui sort de son école de commerce, qui était chef scout, capitaine de l'équipe de rugby et tout, et qui a fait une fresque du climat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les fresques du climat, ces actions de sensibilisation, et qui était complètement déprimée parce que l'animatrice a dit de toute façon, c'est cuit, on ne s'en sortira plus, l'humanité va s'affondrer. Et donc, on l'a retrouvé dans un état, je me suis dit, je vais évaluer d'où ce verbatim et cette question, et qui m'a vraiment choqué dans l'ampleur des personnes qui pensent que de toute façon, c'est cuit, c'est fini, c'est plié. Voilà. Je vous laisse des réactions aussi par rapport à c'est la réponse qui me choque le plus, là, justement, ce que tu dis, 47% qui pensent que c'est trop tard. C'est énorme. Alors, on a un expert à l'APM qui s'appelle Benoît Leménian, qui fait faire la fresque du climat dans les clubs, mais dont la conclusion n'est pas que c'est foutu. Donc... merci Florence. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que je ne vous indique pas les résultats des jeunes diplômés. Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'écart très marquant entre jeunes diplômés et les autres, ce qui aussi est une surprise. Et il n'y a pas d'écart sur les jeunes diplômés non plus sur les climato-sceptiques. Donc, dans les jeunes diplômés, il y a bien à peu près 15% climato-sceptiques. Et on retrouve aussi dans les jeunes diplômés 26% qui disent non, je crois que les discours sont exagérés. Et de texto-solutionnistes, c'est à peu près pareil. Donc, il n'y a pas d'écart significatif. Voilà pourquoi je ne vous ai pas fait figurer. D'autres réactions? Oui, Jean-Christophe, c'est une question. Oui.
Est-ce que l'enquête a été réalisée donc, sur la base d'un corpus théorique, c'est-à-dire, bon, on sait que lorsqu'on doit mener une enquête, une étude, donc il faut déjà faire ressortir quelles sont les questions, donc finalement, qui sont pertinentes, qui mesurent vraiment ce qu'on cherche. Hein. Par exemple, le réchauffement, il est mesuré par quelle façon? Et donc, cela suppose beaucoup d'une première analyse préliminaire. Ensuite, il y a donc des tas de batteries comme l'alpha de Cronbach. Enfin, et ensuite, on fait émerger donc, par une ACP, donc finalement, les questions qui mesurent un volet. Donc, finalement, ou est-ce que c'est une étude qui a été faite sur la base de ces questions-là? Ouais. Elle a été faite sur la base de ces questions, mais avec un institut qui, déjà depuis 2 ans, ajoutait des questions autour du climat dans des baromètres qu'il faisait sur l'ensemble des salariés et qui avait du coup mené déjà des analyses factorielles aussi pour voir quelles sont les questions les plus explicatives d'un phénomène, effectivement. Mais du coup, là, cette enquête-là, c'est le but pour les prochains baromètres. On a posé un corpus plus large. On sait maintenant qu'il y a des questions aussi redondantes qu'on pourra éliminer quand on veut expliquer le phénomène qui est aussi le phénomène du bien-être mental au travail et de l'attractivité des entreprises. On va voir que c'est ça, les variables finales, enfin moi je parle un peu technique, les variables finales, et vous allez voir quelles variables finales on a pris tout à fait à la fin. C'est le phénomène qu'on cherche à expliquer de façon opérationnelle. Voilà, j'espère Merci Jean-Christophe avoir répondu. Voilà, donc écoutez, fort de ces chiffres, et vous allez voir, et ça c'est très important en entreprise, c'est que si vous mettez un jeune diplômé en colère, enfin un jeune qui est en colère, qui est plein d'anxiété sur l'avenir, avec quelqu'un, son chef qui lui explique, mais enfin, en gros, calme-toi, c'est pas si grave que ça, c'est bon, on va mettre des éoliennes et tout va se régler, quoi. Eh bien, vous allez comprendre ce qu'a fait ma fille qui a démissionné il y a 15 jours dans le cabinet de conseil. Voilà, parce que c'était insupportable pour elle de voir sa génération ascendante, notamment, et des jeunes qui commençaient à se moquer d'elle en tant que Khmer vert, parce qu'elle disait qu'il faut qu'on introduise des actes, il faut qu'on chauffe, qu'on chauffe moins et qu'on fasse des modes de transport doux. On ne peut pas faire le séminaire d'entreprise à l'étranger, prendre tous l'avion pour aller à Lisbonne, faire du quad. Voilà. Comme je vous rappelle que l'APM, il y a encore l'année dernière, envisagé de faire une convention à Lisbonne. Je ne sais pas si vous étiez dans ces discussions. Voilà. Je pense qu'on prend conscience, on commence à être une majorité en se disant que ça serait une aberration, je pense, vis-à-vis du corpus ambiant de nos salariés et un signal extraordinairement négatif que l'APM fasse un week-end à Lisbonne pour faire sa convention. Pour vous dire à quel point il y a un choc des représentations qui forcément se traduit sur des vrais problèmes d'ambiance et de climat et d'attractivité. Voilà. Donc ça, c'était du coup les conséquences pour les entreprises. Si on est, ce que vous allez voir, on va avoir de la démotivation, très fortement un impact. Je ne suis pas motivé pour une entreprise qui n'agit pas. Voilà. Ce qu'on appelle du coup la démission silencieuse. D'ailleurs, c'est le soft quitting. En fait, je suis motivé, je fais le minimum parce que je ne veux pas me défoncer pour une entreprise qui est comme ça, voire de l'absentéisme lié au mal-être mental. Voilà. Parce que je ne supporte plus non plus de venir au bureau et parce que je suis vraiment atteint mentalement. Je me renferme, je ne participe plus. Et là, avec le télétravail, puisque quand on est à 3 jours en télétravail, bien, allez vérifier ce que font vraiment les personnes. Voilà, je m'isole et donc et puis des tensions, tout simplement, ce qu'on a voulu mesurer aussi. Je dis pour Michel, mesurer l'impact sur l'ambiance et on va voir sur les tensions, surtout par les périodes qui courent, qui sont déjà quand même difficiles, par l'énergie ukraine, etc. Si en plus au bureau, c'est crispation, on ne veut plus parler déjeuner ou même la coopération devient difficile parce qu'on est sur des chocs frontaux de représentation du monde, ça a un impact énorme, considérable sur l'entreprise. Et voilà, et ça peut créer cette fracture sociale au sein des entreprises et qui commence à se faire, puisque du coup, il y a des démissions. Les entreprises dont les dirigeants, notamment les équipes managériales, sont peu impliquées, finalement, elles ne vont recruter que des gens peu impliqués et du coup, ça deviendra insupportable, ça deviendra impossible de recruter des personnes
plus impliquées. Alors qu'à l'inverse, on va voir qu'il y a à peu près un tiers des entreprises qui sont déjà très actives, qui ont une très bonne, les salariés ont une très bonne perception de leur engagement, et bien ces entreprises-là vont avoir de plus en plus de candidats et vont attirer, et forcément, du coup, vont créer une spirale vertueuse de recrutement. Voilà. Et ça, c'est un début d'un phénomène. Et on voulait absolument le mesurer au départ. Alors du coup, justement, si on parle des entreprises, voilà, là encore, le niveau d'accord avec les phrases suivantes. Quelle est l'attente envers les entreprises? Quel est le lien entre les histoires d'éco-action et les entreprises? Eh bien, on demande à notre corpus, là on a fait le distinguo entre les 1000 répondants et les jeunes diplômés. Les entreprises doivent sensibiliser aux éco-gestes et favoriser, on a des scores staliniens, même si bon, on ne va pas trop parler de ces chiffres-là, ces références-là. Donc on est à 85%. Oui, les gens, les collaborateurs, les salariés attendent des entreprises qu'elles sensibilisent, qu'elles se mettent en action et même qu'elles aient une pédagogie qui permet de diffuser les comportements dans la vie personnelle. On a envie de dire, Elisabeth, notre chère Première ministre, Elisabeth Borne, vous souhaitez éduquer les Français, eh bien, un des lieux d'éducation est tout trouvé, c'est les entreprises. Parce que comment est-ce qu'on éduque des adultes? On peut toujours faire des cours du soir, on peut toujours faire des cours du samedi matin, mais comment allons-nous éduquer les adultes? Alors, bien sûr, il y a les médias qui ont pris conscience de leur rôle essentiel, mais là, début septembre, je ne sais pas si vous avez vu la charte pour un journalisme responsable, c'est tout récent. Cet été, on peut avoir le journal télévisé que je regarde, France 2, qui vous parle des incendies et qui ensuite, juste après, vous dit alors maintenant, petite escapade à Cuba où il y a de très belles plages. Mais ils ne font pas le lien. Ils font pas le lien entre les principales causes et les catastrophes qui se passent. Voilà. Et donc, l'entreprise est bien le lieu attendu d'éducation citoyenne. Et en plus, vous qui êtes aussi coach consultant, accompagnateur, pour une partie d'entre vous, eh bien, on voit les éco-gestes contribuer à la cohésion. Voilà, 80%. Alors, sauf évidemment si on a des éco-sceptiques qui, du coup, vont, alors vu les pourcentages maintenant, se font marginaliser. Voilà. Donc, l'entreprise est un lieu d'éducation et ça contribue à la cohésion. Alors, maintenant, on a mesuré aussi dans quelle mesure est-ce que vous, mine salariés, est-ce que vous considérez que votre entreprise est active sur le sujet? Eh bien non, il n'y a que moins de la moitié à l'époque, juste avant l'été, d'entreprises qui étaient, on peut dire, vraiment actives. Voilà, donc on a demandé le lien avec la direction, puisque la direction, c'est comme ce qui incarne la dynamique au sein de l'entreprise, surtout quand on parle d'APM, là on a l'APM. Est-ce que la direction vous permet de prendre l'initiative dans le domaine de la transition écologique? Près d'un sur deux. Est-ce qu'elle mène des actions sur son écologie pour la transition écologique sur son domaine d'activité? 44%. Est-ce que la direction montre l'exemple? Voilà. Pareil, on retrouve en fait ces chiffres. Est-ce qu'elle associe l'ensemble de ses salariés? Voilà. Donc, on met en place des actions concrètes ambitieuses. Voilà. On est sur un peu moins d'une moitié d'entreprises qui sont perçues comme actives dans le domaine. Moins d'une sur deux. Alors que pour les jeunes diplômés, on va le voir, c'est devenu un facteur essentiel, sinon le premier de choix d'un employeur. Voilà. Est-ce que sur ces deux dernières slides, si vous voulez réagir sur le 30, le rôle des entreprises et… Oui, je suis en train de travailler pour la convention de Nantes, oui. sur l'atelier justement sur la médecine de demain. Alors pour moi, c'est une évidence qu'il faudra que ce soit une médecine préventive. Et justement, je suis en train de pas mal travailler sur notre assiette de demain, avec à la clé au niveau des entreprises. Moi, je pense, vu mon activité, les médecins, l'hôpital, les médecins de ville n'ont pas le temps de faire de prévention, d'éducation. C'est juste pas possible, quoi. Déjà, quand on trouve un médecin, c'est bien. Donc, j'imagine bien que faire de la prévention, c'est juste pas possible. Et je m'interroge sur le rôle de la société, sur l'éducation, justement. Alors, moi, dans mon domaine, bien sûr, sur le plan nutritionnel, hyper important parce que je prenais des notes là, dans ce que tu disais sur les conséquences de cette éco-anxiété. Moi,
disais, je le vois tous les jours, et le rôle de la nutrition, la micronutrition est hyper important pour soutenir évidemment le corps, les organes dans des situations comme ça. Et je m'interroge sur justement le rôle de l'entreprise face à ça aussi, dans tous les exemples. Moi, quand j'insiste sur le fait de prendre son temps pour manger, etc., mais je n'ai pas fait d'études et je ne suis pas aussi douée que Moumou sur les statistiques, mais je pense qu'il y a 80% qui n'ont pas le temps de manger dans l'entreprise, qui mangent devant leur ordinateur, ça aussi, je pense que l'entreprise, c'est un lieu où, quand je lisais là, sur la slide précédente, qu'il y a un rôle éducatif, ça m'intéresse vachement. C'est génial. Tout à fait. Tout à fait. D'autres réactions peut-être, s'il y a des dirigeants parmi nous dans votre entreprise, vous les témoignez peut-être? Pardon, parce que j'avais mon micro qui était ouvert. donc enfin, je ne veux pas, mais que les problèmes écologiques ou bien cette transition écologique ou la conscience écologique, tout simplement, donc, est un facteur d'anxiété dans les entreprises, c'est évident. Mais la vraie question pour moi, c'est que l'anxiété, elle est générée aussi par d'autres facteurs. Ah oui, bien sûr. Et donc, et je ne veux pas que cette étude donne le sentiment que la fracture sociale, elle est donc finalement provoquée essentiellement, parce que quand on voit 82%, ça veut dire qu'elle est provoquée essentiellement donc par cette conscience écologique. C'est ça, et c'est ça ce que je reproche, moi. Là, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Ah non, c'est pas du tout notre intention. Dans le cadre, moi, je ne l'interprète pas du tout comme ça. Bien évidemment qu'il y a plein d'autres facteurs de stress et d'anxiété. Mais là, le sujet du jour, c'est l'anxiété face au changement climatique. Donc, c'est vraiment, je pense, les questions étaient ciblées sur ce sujet-là. Voilà. Mais effectivement, c'est loin de nous l'idée de… Bien sûr. C'est le seul facteur entre l'Ukraine, l'énergie, les entreprises qui sont en difficulté. Il y a Poutine et sa bombe. Non, ce n'est pas du tout notre… On veut dire que c'est le seul facteur générant de l'anxiété. Ça, c'est clair. Alors, je vous propose d'avancer. Merci, Jean-Christophe. Voilà. Moi, j'avais une question. J'avais une question parce qu'en fait, on met en avant la prise de conscience des jeunes, ces messages un peu divergents entre les forêts qui brûlent et aller à Cuba. Mais malgré tout, il y a aussi une notion, aujourd'hui, on est beaucoup dans le télétravail. Dans les jeunes qui partent justement faire du télétravail autour du monde avec des billets on ne peut moins cher. Et donc, c'est quoi aussi cette implication de l'empreinte carbone liée à l'Internet? Et donc, il y a aussi un message un petit peu incohérent au niveau des jeunes qui sont stressés de l'avenir, mais qui sont les premiers quand même à vouloir faire de ce qu'ils appellent du workation autour de la planète. Donc, il y a quand même aussi une implication de cette empreinte carbone liée à l'usage d'Internet à outrance. Oui, tout à fait. C'est là, on verra derrière la fin. On a posé un quiz, on avait 25 questions d'éco-connaissance. Et à notre grande surprise, d'éco-connaissance et sur ce qui se passe en termes de problèmes autour de la transition écologique, du dérèglement climatique, et la moitié des questions portaient sur les solutions. Les jeunes n'avaient pas de meilleure connaissance que les deux, et donc il ne faut pas se dire qu'ils sont parfaitement conscients de qu'est-ce qui génère l'empreinte. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra à la fin. Et puis, il reste quand même 25% de jeunes, on a 25-30% qui disent c'est pas un sujet, c'est pas un sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de choses liées quand même à l'activité des jeunes, comme les influenceurs qui font le tour de la planète pour parler d'un shampoing, ou les crypto-monnaies qui sont vraiment un gouffre en termes d'énergie. Donc, c'est un petit peu cette idée, comment on appelle ça, où se situe le curseur, voilà, qui m'intéresse. En tout cas, je vous dis d'emblée, les jeunes sont effectivement, l'enquête le prouve, plus éco-anxieux, beaucoup plus perturbés et impactés, même si, encore une fois, il y en a presque un tiers qui ne le sont pas. Mais comme leur niveau de connaissance est très faible,
et pas mieux que la moyenne des autres, il ne faut pas se dire qu'ils ont compris qu'est-ce qui va être le facteur déterminant pour atténuer le dérèglement climatique. Voilà, ça c'était vraiment une surprise. On se dit, les jeunes, s'ils sont conscients, anxieux, ils doivent se renseigner, ils doivent lire, faire leur empreinte carbone, eh bien, pas spécialement, pas beaucoup plus que ceux qui sont peu concernés. Voilà, là, on entre dans les facteurs vraiment RH, où on voit que l'intention, la fidélisation, enfin, est-ce que je suis fidèle à mon entreprise, ben, vous avez un tiers des salariés qui disent, je vais rester sur mon employeur. Bon, c'était en gros, le gros quart d'entreprises qui ne font pas grand-chose, qui ne prennent aucune action, alors que l'intention de rester chez l'employeur, elle passe à 60% lorsque la direction met en place des actions concrètes ambitieuses. C'est-à-dire que les entreprises qui mettent en place des actions vont beaucoup plus fidéliser leurs collaborateurs. Et puis, on a la question, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à postuler à un poste dans une entreprise pour des raisons écologiques? Eh bien, voilà, on a 26% de l'ensemble des collaborateurs, 14% qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire, puisque évidemment, s'ils sont en poste, ça ne joue pas sur le poste dans lequel ils sont, ça va jouer dans la prochaine décision. Et vous avez 36% des jeunes diplômés qui renoncent clairement à postuler à une entreprise pour des raisons écologiques. C'est-à-dire que ça devient un facteur prédominant du choix. C'est ce qu'on retrouve là. Michel pourrait voir, on a posé la question de 0 à 10, quels sont les critères que vous allez retenir critères pour le choix d'un employeur. Donc, sur les 1000 salariés, vous retrouvez les chiffres ici. Le premier critère, et là pour les coachs, ces consultants présents, le premier critère, et ça on l'a retrouvé dans d'autres enquêtes de choix d'une entreprise, c'est l'ambiance au travail. Ensuite, il y a la qualité de vie au travail. Alors, en déclaratif, le salaire avantage vient derrière, l'intérêt du sens du travail, l'engagement de l'employeur pour l'égalité. Mais donc, sur les 1000 salariés, l'engagement de l'employeur pour la transition ne vient qu'en, on va dire, en 6e position. Ce qui est trompeur, puisque si, ça c'est sur l'ensemble des salariés, mais si on pose la question, si on regarde les résultats uniquement des jeunes diplômés, eh bien, pour presque la moitié des jeunes diplômés, ça devient le premier facteur. Et voilà pourquoi on peut avoir des recruteurs, des gens qui disent, non, globalement, les gens ne parlent pas trop, l'engagement climatique. Non, mais si vous prenez des jeunes diplômés, c'est en fait de facto le premier, un des tout premiers facteurs avec l'ambiance au travail. Et on va voir l'impact aussi sur l'ambiance au travail du fait de se retrouver avec des personnes peu impliquées sur ces enjeux, voilà, ce qui devient insupportable pour toute une partie des jeunes. Mais pas tous les jeunes, hein, on ne dit pas, on n'extrapole pas à tous les jeunes. Voilà, de dire que c'est vraiment le facteur. Alors du coup, justement, on a posé la question sur la mise en place des coactions. Est-ce que ça améliore l'ambiance, les relations manager et la motivation? Eh bien, clairement, au travail, diriez-vous que la mise en place d'éco-gestes et de pratiques éco-responsables, est-ce que ça améliore l'ambiance? Oui, pour 47%. Ça la dégrade pour 9%. Voilà, puisqu'il y a les personnes, ça fait en fait la mise en place d'actions va faire se révéler ceux qui sont impliqués sur le sujet et ceux que ça énerve, que ça agace, qui disent ouais, j'en ai marre, voilà, maintenant une offre végétarienne, pourquoi il faut arrêter avec tout ça, moi prendre l'avion, je ne veux pas le rapport, etc. Voilà, donc ça dégrade, ça peut dégrader les relations managers. Voilà, quand même pour un nombre, ça l'améliore et ça le dégrade. Et puis sur la motivation, ça a un impact de boost. Et comme vous savez que toutes les entreprises cherchent à avoir des collaborateurs engagés et motivés, eh bien ce facteur-là est un facteur, je ne dis pas le seul, je ne dis pas, là on n'a pas mesuré l'impact sur la motivation d'autres facteurs, mais c'est un facteur vraiment très important et en importance croissante, puisque bon, notre baromètre nous le dira, je pense que c'est en importance croissante. Voilà. Alors, avant de passer à comment on peut atténuer, est-ce que là aussi vous avez des réactions par rapport à ces derniers points, l'impact sur l'attractivité des entreprises? Sinon, on poursuit. Je rappelle, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints en cours de route, que vous prenez la parole librement. Vous n'avez pas besoin de lever la main comme on est en petit comité, donc n'hésitez pas à intervenir. Apparemment, il n'y a pas d'intervention. Bon. Voilà. Alors, maintenant qu'il y a ce phénomène, là, on parle plus de bien-être mental. Ben, comment atténuer cette éco-anxiété et en faire une source de dynamique collective et pas de vrai mal-être, de mission, de repli sur soi. Alors, là, il commence à y avoir
comme des écrits de psychologues, certaines analyses sur le sujet. Alors, le premier point, c'est déjà de prendre au sérieux. C'est prendre que les équipes de direction et les managers prennent le sujet au sérieux, puissent libérer la parole, écouter et soutenir pour limiter le sentiment de solitude. Rien de pire que de se dire, moi, dans mon équipe, je suis concerné et les autres s'en foutent. Enfin, les autres, ce n'est pas un sujet pour eux. Parce qu'évidemment, ça renforce le sentiment de dire, si pour eux, ce n'est pas un sujet, c'est que jamais on n'arrivera à mettre en œuvre quoi que ce soit. Et c'est qui peut renforcer ce sentiment que de toute façon, on n'échappera pas à une catastrophe, puisque regardez, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est en inaction, mes équipes, mon entreprise ne fait rien. Donc, le premier sentiment, c'est de faire prendre conscience. La première action, c'est de faire prendre conscience aux personnes. Effectivement, elles peuvent, on prend ça au sérieux et on les écoute et qu'elles ne sont pas les seules à le ressentir. Et après, ça peut aussi être en lien avec ça, vous proposer des techniques de bien-être mental, d'activation de l'angoisse, de relaxation, gérer des enjeux de charge mentale, etc. Mais le plus important, c'est déjà d'en faire un lieu de prise de conscience, un lieu d'expression dans l'entreprise. Pardon, là, il faut la deuxième chose, c'est de sensibiliser et informer sans moraliser, puisqu'il faut faire monter la prise de conscience de tous les autres collaborateurs sur le sujet, en se disant, et je m'inclus, moi, avant d'être fortement conscient du sujet, on ne l'est pas trop. Moi-même, j'étais jusqu'à il y a 2-3 ans, je dirais, un techno-solutionniste, en disant quand même, avec les éoliennes, le solaire, les voitures électriques, si on met en place tout ça, on s'en sortira bien. En disant, ouais, c'est pas forcément besoin de changer de modèle. Moi, j'étais assez gêné par il faut changer radicalement de modèle, en disant que ça fait toujours les grands soirs révolutionnaires auxquels moi je reste sceptique. Mais du coup, informer sans moraliser, puisque sinon, ça vous le savez que quand on bouscule des personnes dans leur représentation, mais de façon en position haute, en position de le sachant qui parle à ceux qui ne savent pas, on suscite de la réactance, ce phénomène psychologique de rejet, tout simplement parce que l'être humain n'aime pas qu'on lui fasse, on le prenne de haut et qu'il y ait des actions de limitation de la liberté de penser ou de la liberté d'agir venues de l'extérieur. Ça, voilà. Et du coup, déjà en sensibilisant, en informant, on peut déjà réduire le nombre d'économiseurs ou technosolutionnistes, ce qui veut dire que ça va atténuer les écarts de prise de conscience au sein des entreprises. Après, en respectant, encore une fois, ces avis, mais il faut monter le niveau d'information, ce qui, encore une fois, va aider à la prise de conscience, va soulager ceux qui sont les plus anxieux en se disant « Ah, l'entreprise fait des choses, l'entreprise a pris conscience, l'équipe de direction a pris conscience. » Et donc, ça va être un facteur d'atténuation. Et puis, ceux qui disaient que les jeunes peuvent aussi avoir des comportements décalés, effectivement, quand on a pris conscience de ce qui génère l'empreinte carbone, enfin les émissions de carbone, de se dire, mais je ne comprends pas, ils prennent l'avion, ils sont tout le temps sur YouTube, enfin, ils n'ont pas conscience. Et oui, c'est qu'en informant et en formant, on permet aussi d'aligner les comportements avec avoir des comportements plus impactants réellement. Voilà, la troisième chose, c'est la mise en action. Agir plus que subir et donc faire participer, co-déterminer des éco-actions, des éco-gestes individuels et collectifs au sein de l'entreprise pour qu'on crée des collectifs agissants. Et là, vraiment, le nombre d'entreprises, on l'a vu aussi, qui permettent, il y a des green teams, c'est-à-dire spontanément des personnes qui souhaitent se consacrer à ces sujets en plus de leur temps de travail ou alors en partie sur leur temps de travail. Et là aussi, ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que si on ne porte que des récits négatifs, d'horreur, punitifs, eh bien, c'est beaucoup moins impactant à passer à l'action que d'avoir des récits positifs et inspirants sur tous les bénéfices individuels et collectifs que l'on peut avoir à se mettre en action, que ce soit sur les mobilités douces, passer aussi à plus de vélo, favoriser la réduction de la consommation de viande avec tous les bénéfices pour la santé, enfin, de toujours faire ce calcul, de se dire, mais quels bénéfices les personnes peuvent-elles avoir en plus de ces actions pour surtout pas donné le sentiment de se précipiter dans un monde malheureux. C'est un des
critère qui est fait d'ailleurs au gouvernement. Il y a des sociologues qui disent mais il faut avoir un discours positif sur aussi cette transition et pas juste un discours punitif d'austérité. On va vers des temps plus gris, des vaches maigres et de la souffrance collective. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment, on va dans l'enquête, le relève, il faut qu'il y ait une exemplarité des décideurs au sein de l'entreprise. Rappelez-vous aussi ce qu'a fait médiatiquement Macron qui fait du jet ski. Ben oui, parce que faire du jet ski pour toute une partie des personnes, d'ailleurs je m'inclus, je me dis, ben non, c'est pas le genre d'exemple qu'il faut donner aujourd'hui. Si on veut résolument emmener une nation dans des meilleurs comportements, et donc aussi au sein de l'entreprise, de se dire que si les décideurs, les dirigeants ne sont pas alignés, on a eu des verbatims, d'ailleurs, des entreprises dans lesquelles on peut intervenir, et donc il y a des dirigeants qui prennent l'avion à tout bout de champ, qui ont leur grosse voiture, pas forcément électrique, et qui, dès qu'il y a des actions, enfin la viande est servie à profusion, il y a vraiment des marqueurs comme ça qui font que lorsque ces mêmes dirigeants disent que notre entreprise s'engage résolument pour la transition écologique, de dire non, il y a une dissonance très forte entre les comportements, entre les dires, les proclamations et ce qui peut être constaté. Ce qui, du coup, augmente encore les complicités en disant ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Voilà. Et c'est du coup la colère qui s'exprime aussi politiquement si les dirigeants ne manifestent pas leur adhésion dans les comportements du quotidien. Voilà. Et puis, sur le dernier facteur, aussi, c'est cet enjeu de limiter l'exposition à que des informations négatives et aussi de montrer qu'il y a des avancées, c'est ce qu'on appelle des avancées encourageantes, de dire regardez, d'avoir des fils, des informations, ne serait-ce que tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Et donc, pour que les personnes se disent ah, ça y est, une dynamique est enclenchée, donc on peut encore s'en sortir. Je pense que c'est vraiment cette prise de conscience de la terreur face à ce qui aux conséquences de cette transition écologique. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions, des réactions? Ou ce que vous avez expérimenté vous-même, pour ceux qui interviennent peut-être déjà sur ces sujets? Regarde si quelqu'un lève la main, mais je vous rappelle. Oui, Michel, vas-y. Oui, je veux bien réagir. Merci pour ces conclusions, enfin ces encouragements à agir. Moi, je me posais la question, enfin, je me disais que pour faire bouger, c'est toujours plus intéressant de faire expérimenter, faire en sorte que les personnes fassent l'expérience par elles-mêmes, plutôt que de s'appuyer sur des discours. Tout à fait. L'expérientiel, le fait de voir que ça a un impact positif sur sa qualité de vie, ça peut vraiment renforcer l'action, quoi. Oui, tout à fait, et d'avoir des témoignages de collègues. Donc, donner la place à la parole, c'est ça, ouvrir la parole, que ce soit par des team building, des réunions, mais en tout cas que les personnes puissent aussi avoir des témoignages directs. Il n'y a rien de plus fort que le témoignage direct. Si je prends l'exemple de faire 20 minutes de vélo pour aller au travail plutôt que 20 minutes de bouchon pour aller au travail, il y a des vrais effets. Voilà. Mais du coup, effectivement, c'est expérimenter, permettre d'expérimenter, comme de découvrir, d'expérimenter et d'avoir ces témoignages qui, du coup, font ce renforcement positif. Tout à fait. D'autres témoignages, remarques, questions? Oui, je regardais la 5e, partager les avancées encourageantes. J'ai l'impression, je ne sais pas, Jean-Christophe, je ne suis pas en entreprise, je côtoie des entrepreneurs, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup qu'on mette en avant justement ce qui est fait, ce qui est bien. Moi, je découvre parfois une lecture, un documentaire, voilà, alors toujours sur la nutrition, bien évidemment, et sur l'agriculture, etc. Des choses qui me surprennent. Je me dis, waouh, hier, je pense à ça parce que j'ai vu une jeune femme qui a mis en route, voilà, toute une association pour justement avoir un mode alimentaire sobre aussi. Je trouve que c'est pas du tout mis en avant, effectivement. Il faut aller chercher les infos, de savoir ce qui se fait déjà, comment ça se fait, pour pouvoir voilà. Et après, effectivement, changer des habitudes au niveau d'une entreprise, ça prend beaucoup de temps.
Ça peut donner du sens aussi, surtout à la base. Tout à fait, du sens, Pourquoi je vais le faire? Ouais, et le lien avec la raison d'être de l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Vous, enfin, pour ceux qui sont coachs, animateurs d'équipe dirigeante, c'est le lien entre la raison d'être, puisque c'est montre l'exemplarité. Si la raison d'être, si les collaborateurs très impliqués, très inquiets ne peuvent pas avoir de lien entre la raison d'être et cette préoccupation viscérale, c'est sûr que, alors qu'il peut y avoir, hein, je sais, une entreprise peut trouver à dire voilà, on contribue aussi à ce monde de demain qu'on va faire aider à faire advenir le plus rapidement possible, voilà, avec notre contribution à notre niveau. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est d'aller chercher voilà, le pourquoi je vais faire des efforts. Oui, tout à fait, et d'aligner, tout à fait. Vas-y Michel, hein, prends la parole. Vous avez une autre question. Je voulais savoir si tu prévois avec ton équipe de mener ce type d'enquête auprès d'un public de décideurs, de dirigeants et de décideurs, pourquoi pas décideurs politiques également. Oui, alors on a des décideurs, hein, puisqu'on a un échantillon là, on a l'échantillon sur les 1000 salariés, on a des managers, et donc on peut comparer tout à fait les résultats. Voilà, et j'imagine que les questions seront différentes si c'est oui, alors on ne l'amène pas spécifiquement, mais par contre on l'a mené à l'intérieur d'une entreprise, puisque du coup le but c'est de comparer les résultats de salariés d'une entreprise. Lorsqu'on fait la même enquête, on adapte très légèrement les questions, mais peu, puisque le but c'est que ce soit comparatif. C'est de comparer les résultats internes aux résultats de référence. Ce qui va, et là je peux vous montrer du coup vers quoi on va juste après ça. Je propose de terminer pour ensuite passer vraiment à la phase de questions ouvertes. Voilà, alors du coup, là, on avait la question à propos de la mise en place d'éco-gestes et de pratiques éco-responsables. Quelles propositions vous semblent utiles à mettre en place? Vous avez près de la moitié, en tout cas les jeunes diplômés, qui veulent un accompagnement pour développer les éco-gestes. Pas forcément pour eux, puisqu'il y en a qui sont déjà très impliqués, mais ils se disent, pour les autres collaborateurs, du temps offert, ça c'est nouveau pour des employeurs. Très peu d'emplois. Vous savez que ça, c'est un des facteurs qui permet aujourd'hui de créer la différence quand on propose un emploi, de dire vous aurez du temps pour vous consacrer à des actions d'intérêt général, notamment pour des actions pour la transition écologique. Près de 42% des jeunes diplômés attendent ça, voilà, que l'entreprise offre du temps pour agir. Bien sûr, associer les collaborateurs, rien de nouveau, mesurer son impact environnemental. Du temps d'échange entre collègues, vous voyez, presque 1 sur 3, c'est-à-dire que ce soit un vrai sujet d'expression qui permette justement de partager soit ses inquiétudes, soit son besoin d'agir, voilà, besoin d'entraîner ses collègues. Voilà. Et puis aussi un tiers sur les ateliers team building. Donc d'ailleurs, ceux qui préparent la convention de Nantes, je pense que ces sujets-là auront une forte part. Je suis confiant dans l'APM de détecter, c'est plus que des signaux faibles là, hein. C'est des signaux forts, voilà, mais les intégrer pour que ça devienne une blague, que cette histoire de faire la prochaine convention à Lisbonne devienne un humour, et que j'espère qu'il y aura bien des offres végétariennes au même niveau, hein. Ça ne veut pas dire, moi je n'ai pas arrêté du tout la consommation de viande, mais on l'a fortement réduit pour des facteurs festifs. Voilà, donc il y a vraiment une attente très forte d'éco-animation, en plus de ces éco-gestes. Alors pour vous dire, et ça c'était la question à Michel, on avait aussi dans le questionnaire proposé 40 éco-actions et on a mesuré, on a scoré celles qui contribuent le plus à l'attractivité de l'entreprise. Voilà. Donc là, s'il y en a que ça intéresse, puisque vous aurez le support. Donc là, sur les 40, voilà les actions qui sont très fortes, qui à la fois répondent à des attentes fortes de collaborateurs, et quand même qui ont un impact climat fort, puisque on va avoir vu une faible connaissance du sujet, il y en a qui ont des fortes attentes sur quelque chose qui malheureusement n'impacte pas beaucoup le climat, alors que là vous retrouvez le cadran des actions qui ont le plus fort impact sur le climat et qui répondent aux attentes des collaborateurs. Voilà. Donc on va retrouver par exemple favoriser les produits bio locaux de saison, il y a de fortes attentes, mais ce n'est pas un des principaux leviers quand même. On va le voir. Par contre, le covoiturage, le train, limiter le chauffage, systématiser une offre qui est toujours une proposition végétarienne en plus d'une proposition carnée, ça, c'est des choses qui peuvent
vraiment avoir à la fois un impact et répondre à des attentes. Voilà, donc ça, je ne vais pas entrer, vous voyez, on va mettre à disposition des vélos électriques, ça aussi, c'est des choses qui, du coup, peuvent avoir un impact assez fort. C'est quoi les 5 R, Jean-Christophe? C'est recycler, réutiliser, enfin renoncer déjà, chaque fois que j'ai une chose à faire, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Ensuite, est-ce que je favorise la réutilisation? Ensuite, le recyclage. Enfin, c'est des questions que je dois me poser avant de faire un acte, mais y compris en entreprise. Voilà. Alors, juste là, c'est la dernière question qu'on va poser, c'est l'état des lieux des connaissances, parce que alors là, moi, c'était une grosse surprise en disant, mais quel est le niveau de connaissance, y compris des solutions? Est-ce que les gens ont compris? Alors, la question numéro 3, Florence, si tu peux la poser. Attention, attention, vous êtes testés, les amis, sur vos connaissances. C'est parti. Bon, il y en a une. Là, il y a une seule réponse. Hein. Une seule réponse, oui. Vous ne pouvez pas toutes les cocher pour être sûr d'avoir bon. Là encore, le suspense, c'est qu'on a la réponse de nos 1000 salariés derrière et des jeunes diplômés. On attend encore 2 réponses. Je ne sais pas. Peut-être. Bon. Encore 5 secondes pour la dernière réponse, sinon je mets fin au sondage. C'est bon. Allez, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Ah. Alors. Dis-nous tout, Jean-Christophe. Eh ben, on a bon, on n'a pas bon? Il y en a 27% qui ont bon, donc petit tiers, c'est 10 tonnes aujourd'hui. Voilà. Alors du coup, on va comparer face à notre échantillon. Alors déjà, voilà, c'est là où je disais que l'éco-compétence est à peine plus élevée chez les jeunes. Hein. On a fait notre QCM, là, 25 questions. Vous voyez, nos 1000 répondants n'ont pas la moyenne. Hein. Et on a fait ces questions avec le master transition écologique de Sciences Po Grenoble, donc qui est étudiant. Et nos jeunes diplômés, vous voyez, il faut aller jusqu'au bac plus 5 pour vraiment avoir la moyenne. Voilà. Bon, je vois. Alors du coup, si je dis là, eh bien la bonne réponse, c'est 10 tonnes. Et dans notre, vous étiez, en gros, on était un tiers, et vous avez une majorité à avoir répondu 70 tonnes, ce qui est du coup la majorité aussi de nos répondants. Voilà, eh bien non, la bonne réponse, c'est 10 tonnes. Alors, c'est ce qu'on appelle les ordres de grandeur, c'est d'avoir conscience des ordres de grandeur pour que du coup, se dire, l'objectif, c'est aussi de, on va voir, de passer à 2 tonnes. Bon, là, je passerai rapidement, parce que là, on est plus sur le fond de ce qu'il faut faire, plus que sur les complexités, l'attractivité. Mais par exemple, Catherine, qui est nutritionniste, on a posé la question, quelle est l'action la plus efficace pour réduire l'empreinte carbone de son alimentation? Est-ce que c'est manger bio, consommer local, diminuer sa consommation de viande ou manger bio? Eh bien, effectivement, vous avez la moitié des personnes qui pensent que c'est consommer local qui a le plus fort impact, alors que non, la bonne réponse, c'est diminuer sa consommation de viande et notamment de bovins et d'ovins, c'est-à-dire de ruminants, voilà, qui émettent du méthane. Voilà. Et du coup, alors pourquoi on dit ça? Parce que si du coup l'entreprise se dit, ou même le gouvernement ou des collectivités disent, voilà, il faut qu'on diminue la consommation de viande, les gens, il y en a 2 tiers, ou plus 70%, qui ne voient pas le lien avec la transition écologique. Parce qu'ils ne savent pas effectivement que 70% des terres agricoles sont consacrées à l'alimentation animale. Voilà, 70% des terres agricoles, c'est pour la production céréalière, entre autres, et pour l'alimentation animale. C'est colossal. Donc, s'il y a des pays, notamment là, avec les circonstances d'Ukraine, etc., qui ont des problèmes aussi d'alimentation, on peut se dire que c'est le premier facteur. Nous, celui qui mange beaucoup de viande, eh bien, il contribue à la rareté
des céréales. Voilà. Donc, et le bio, en fait, il y a un ensemble d'études qui montrent que globalement, ça n'a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact entre manger bio et l'impact sur la planète. Voilà. On peut rentrer dans des détails. C'est certainement meilleur en termes de santé. Enfin, là, je ne dis pas du tout par rapport à ça, mais en tout cas, il y a l'agriculture biologique n'est pas forcément plus vertueuse en termes d'impact de séquestration du carbone par rapport à l'agroécologie, par exemple. Voilà, donc vous voyez, par contre, quand même, il y en a la moitié, je vous ai posé la question, qui ont une bonne estimation que le transport, quelle est la part des transports dans les émissions en France? Il y a plus de la moitié, oui, c'est à peu près 30%. Les émissions font à peu près, le transport fait à peu près un tiers des émissions. Voilà. Voilà, donc je veux dire que du coup, alors là, je vous remets, parce que c'est une petite pédagogie simple, on est aujourd'hui à 10 tonnes, et l'ambition, en lien avec l'Europe, qui est le net zéro, qui est une empreinte, on n'ait pas d'émissions carbone qui ne soient pas compensées par la séquestration naturelle en 2050. L'objectif, c'est de passer de 10 tonnes aujourd'hui à 2 tonnes en 2050. Voilà, ça c'est pour mémoire. Et du coup, voilà la répartition de nos émissions moyennes de Français voilà, entre l'alimentation, entre les transports, les achats, l'habitat, et puis tout le reste, le service d'État, de la santé à la justice. Voilà. Donc ça, c'était juste pour remettre les facteurs. Là, j'en profite aussi pour dire un peu comment est-ce qu'on passe à 2 tonnes par personne par an. C'est les 3 V, les plus gros facteurs individuels. C'est les vols. 10 heures d'avion, c'est 1 tonne. Donc, vous voyez, si vous voulez passer à 2 tonnes par an, si vous faites 10 heures d'avion, vous avez déjà consommé la moitié de votre crédit. Une voiture, 10 000 km en voiture. Alors, bien sûr, si vous êtes seul, si vous êtes à 2 ou 3, vous divisez, mais 10 000 km de voiture, c'est aussi 1 tonne. Et un steak tous les jours, c'est 1 tonne. Voilà. Vous voulez juste donner des ordres de grandeur très simples sur ces facteurs-là. Voilà. Alors du coup, je vais terminer sur cette slide. Du coup, comment est-ce que je pilote l'engagement des collaborateurs pour réussir la transition? Enfin, comment est-ce que je pilote le facteur humain, on va dire, de la transition? Et c'est là où on a cette idée, et ça peut intéresser, de créer 7 indicateurs, des indicateurs collaborateurs. Voilà. Est-ce que mes collaborateurs sont préparés pour ce défi énorme auquel les entreprises sont confrontées et la société est confrontée? C'est-à-dire, est-ce que je mesure le niveau d'éco-anxiété au sein de mes collaborateurs? Est-ce que je mesure le niveau d'éco-connaissance? Est-ce qu'ils ont bien compris aussi ce qui se passe et les actions qu'il faut faire pour adhérer aux bonnes actions? Voilà. Est-ce qu'ils ont compris, voilà, est-ce qu'ils ont une éco-conscience pour éviter qu'il y ait trop d'éco-minimiseurs? Voilà. Est-ce qu'ils mettent en place eux-mêmes les bons comportements? C'est-à-dire, j'ai déjà atténué, réduit le nombre de vols, enfin voilà. Est-ce qu'ils ont déjà, au moins en déclaratif, mis en place des choses? Et là, d'ailleurs, vous voyez, vous avez des petits bâtons verts. Vert, c'est les entreprises qui ont mis en place des actions concrètes ambitieuses sur nos 1000. Rouge, c'est celles qui n'ont rien fait. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a très peu d'écart en éco-anxiété. C'est plutôt les entreprises qui ont mis en place des actions, eh bien, elles créent plus d'éco-anxiété, parce qu'il y a encore ces éco-ignorants. Il y a très peu d'écart sur l'éco-connaissance, parce que je pense que les entreprises qui ont mis en place des choses partaient du principe que les gens avaient une connaissance suffisante, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc là, vous pouvez aussi voir les écarts. Par contre, les éco-comportements sont bien plus vertueux dans les entreprises qui ont mis en place des choses que celles qui n'ont rien fait. Et d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, en bleu, vous avez les entreprises pour lesquelles on a fait l'enquête en interne. Et puis, vous avez, alors là, on est très RH, marque employeur. Dans quelle mesure est-ce que ce que l'entreprise a mis en place contribue à la fidélisation des collaborateurs, éviter le turnover, les démissions? Et là, l'entreprise qui a mis en place des choses, eh bien, elle a une fidélité supérieure à celle qui, en rouge, n'a rien mis en place. Est-ce que ça contribue à l'attractivité? Voilà. Et bien là aussi, celle qui a mis en place un facteur, un score d'attractivité supérieur à celle qui n'a rien fait. Et est-ce que ce qu'elle a mis en place contribue à la bonne ambiance au sein du travail, au sein des équipes? Et là aussi, celle qui a mis en place des choses, eh bien, ce qu'elle a mis en place contribue beaucoup plus à une bonne ambiance que celle qui n'a rien mis en place. Voilà, donc, ouais, et c'est là où on essaie de faire le lien entre cette éco-anxiété, éco-conscience et vraiment la performance future de l'entreprise. Voilà, voilà. Ben, j'en suis fini à vos questions pour rester sur cette slide.
Voilà, j'espère que ce voyage vous a, entre ressources humaines et anxiété, écologie, vous a correspondait aux attentes que vous aviez en venant à cette intervention. Et maintenant, Florence, discussion libre. Absolument, si vous avez des Je suis preneur de vos questions, des retours aussi, hein. remarques, Ouais. n'hésitez pas. Voilà, on sait que le stress diminue nos capacités cognitives et donc là, Jean-Christophe nous a bien montré à quel point l'éco-anxiété était réelle et comment Tout à faire fait. pour la réduire. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions pour terminer, il nous reste 10 minutes, n'hésitez pas. Ouais, ouais. Oui, Sandrine, vas-y. Oui, merci Jean-Christophe. Alors, moi, je n'avais pas dû lire correctement l'intitulé. En fait, moi, je m'étais inscrite pour gérer ma propre éco-anxiété. Et en fait, moi, ma question, elle est plutôt relative à comment, en tant que dirigeant d'entreprise, on arrive à faire, enfin, comment on arrive à gérer notre grand écart entre notre impact qui est par la production et nos convictions, en fait, et comment on arrive à réconcilier tout ça. Moi, c'est une question qui m'occupe beaucoup en ce moment et je n'ai pas la réponse. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est très intéressant sur la partie collaborateur, mais là, j'étais très auto-centrée sur l'histoire et c'était plutôt sur comment moi, je gère mon éco-anxiété en tant que dirigeant d'une entreprise. Voilà. Alors, je pense c'est déjà de se dire qu'il faut aller sur des trajectoires. C'est-à-dire qu'on ne doit pas passer du tout au rien. On ne va pas demain réduire l'ensemble de nos émissions. Et je pense que du coup, en tant que dirigeant, de se dire, il va déjà réduire sa propre contradiction, hein, ce qu'on appelle sa dissonance cognitive, c'est-à-dire entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est terrible de se dire, ce que je fais, ça contribue à détruire, et en même temps, je dois bien faire des salaires et je ne vais pas tuer mon entreprise, je ne vais pas faire harakiri toutes les entreprises. Et donc, de se dire, il faut mettre l'entreprise sur une trajectoire. Et une trajectoire qui va prendre des années, mais qui va dire qu'il faut que, peut-être pas aller jusqu'à 2050, mais que collectivement, au moins dans les 5-10 ans qui viennent, ou les 5 ans, se fixer des horizons qui nous parlent, on va infléchir ce que fait l'entreprise, en essayant de concilier, bien sûr, la survie de l'entreprise avec, du coup, cette inflexion. Et puis, là aussi, je pense que le fait de rencontrer d'autres dirigeants qui sont dans cette quête et qui veulent mettre en place des actions qui à la fois concilient la nécessité économique avec la possibilité de transition, eh bien, ça va déjà réduire le sentiment d'être le seul à vivre cette contradiction terrible. Et là, je sais qu'on avait une intervention d'APM, une experte, Caroline Leder, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu dans leur club, qui, nous, dans le club, il y a vraiment eu un avant, un après, quand elle a fait prendre conscience de tout ce qui arrive pour les entreprises. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des taxonomies, du reporting extra-financier très précis, tout ce qui a. Moi, je suis à moitié allemand, je sais que les Allemands parlent beaucoup, et c'est l'Europe du Nord qui impose ça à la France. Ce n'est pas la France qui était leader sur ces sujets, ni l'Italie, ni l'Espagne. C'est que là, vont dégringoler des contraintes très, très fortes et des opportunités très, très fortes pour les entreprises qui s'enclenchent, qui s'engagent dans la bonne trajectoire. Les entreprises qui s'engagent, elles auront des capitaux à des conditions bien plus avantageuses, elles auront des prêts à des conditions avantageuses. Donc, vraiment, il y a toute l'Europe du Nord qui va dérouler ça à partir de l'année prochaine. Et donc, pour les dirigeants, c'est une bouffée d'oxygène. Ceux qui veulent justement être en pointe pour concilier économique et réduction de… Mais ce qui est effectivement pas encore le cas. On est quand même, on parlait triple compta. Aujourd'hui, pour aller là-dessus, il faut vraiment avoir envie de s'investir personnellement sur cette histoire parce que il n'y a pas d'accompagnement, il y a pas, c'est hyper complexe. Voilà, tout à fait. Après, donc, oui, tu vois, je te rejoins sur l'idée trajectoire. Moi, mon bilan Scope 3 est fait, ma trajectoire est proposée, mais en réalité, malgré tout, je me lève quand même le matin avec toujours le sentiment, je me rassure en me disant que je paye 180 salaires, mais j'ai quand même un impact et malgré tout, il y a des jours où je suis plus ou moins à l'aise avec ça, en fait. Oui, tout à fait.
D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, j'aimerais que l'APM, effectivement, puisse nous apporter en tant que dirigeant. En fait, c'est soit un apaisement, enfin, pas des réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse, mais des discussions sur cette thématique-là aussi. Donc là, vraiment, moi, je suis pas sur effectivement, je suis pas tout à fait sur l'axe de la rencontre d'aujourd'hui, mais moi, je sens que, et je fais partie d'un groupe de dirigeants responsables sur mon territoire, etc. Donc, je discute beaucoup, mais malgré tout, je sens qu'il me manque encore quelque chose pour me sentir plus sereine, en fait. Sandrine, il y a une autre communauté, je ne sais pas si tu en fais partie, qui s'appelle APM3, qui est sur D'accord. Parce que si... J'en fais partie et en fait, j'ai créé la Voix des jeunes dans APM3. Donc, tout ce qui est en rapport avec la jeunesse aussi me parle beaucoup. Donc oui, mais il y a aussi le fait que moi, je trouve que même à l'APM, au sein de l'APM, il y a des divergences et c'est normal, mais j'aimerais, moi, qu'on puisse me proposer même peut-être une formation pour réussir à sentir qu'il y a une utilité à continuer ce qu'on fait malgré tout, parce que j'en suis pas complètement convaincue, en fait. C'est hyper pessimiste, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais moi, je vois dans mon club, ça rejoint vraiment des échanges qu'on a dans le club. Alors là aussi, moi, ce qui me guide, ce qui parce que du coup, je peux aussi ressentir ces choses, je pense que les Français, notamment, et ça, c'est très particulier à la France, c'est que la France, d'ailleurs, avec le score de Mélenchon, ça se pose entre est-ce que le libéralisme détruit la planète, et donc l'alternative, c'est, on ne sait pas quoi d'ailleurs, c'est faire péter le système. Vous allez dans les pays d'Europe du Nord, ce n'est pas du tout ça. Parce que du coup, les Français, ils connaissent soit le libéralisme, soit le communisme, si je fais, ou une espèce de révolution. Ce qu'on connaît, je fais des études économiques, ce qu'on connaît, l'Europe du Nord, elle fonctionne avec l'ordolibéralisme. Je ne sais même pas si c'est un terme que vous avez croisé, c'est-à-dire l'ordolibéralisme, c'est que l'État, le gouvernement, c'est que les fonctions, toute l'autorité publique est là pour fixer des règles des règles pour les entreprises. Et les entreprises, elles doivent jouer avec ces règles. Donc, ce n'est pas est-ce que le chef d'entreprise est un salaud, un pourri, et donc l'entreprise c'est pourri, donc il faut supprimer les entreprises. Vous voyez, et ça, c'est un peu ce qu'on ressent. Du coup, ce qui met, moi, dans mon club, des chefs d'entreprise dans des positions impossibles. Si l'entreprise est le mal par rapport à la planète, je ne peux pas à la fois diriger une entreprise et faire du bien à la planète si l'entreprise est le mal. Et ça, ce n'est pas du tout la représentation d'Europe du Nord et ce n'est pas du tout la représentation de tout ce qui est en train d'arriver en reporting extra-financier, où vous avez tous les auditeurs de la planète française qui sont formés, les EY, Deloitte, etc. C'est que la vision d'Europe du Nord, c'est l'entreprise est bénéfique, le libéralisme est un mode d'entreprise qui a prouvé toute sa vertu, mais il faut l'encadrer avec des règles très précises et des règles qui conduisent à sanctionner aussi celui qui ne se porte pas bien et à récompenser celui qui fait bien. Voilà. Et là, du coup, dans ce cadre-là, on peut tout à fait réconcilier le fait d'avoir une entreprise que l'on conduit vers aussi une croissance économique, tout en étant vertueux pour la planète. C'est tout à fait réconciliable, mais pas dans la pensée dominante française, où c'est l'entreprise est mal, cette espèce de dichotomie très, très limitante. Voilà. Je ne sais pas si ça aide Sandrine. Si. Non, si, ça, tu vois, tu m'as donné ma petite étincelle du jour, c'est bien. Ah, ça, c'est chouette. Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais arrêter ton partage d'écran pour qu'on se voit mieux, pour voir s'il y a d'autres questions, et puis sinon se dire au revoir sur cette note positive. Et avec plaisir, Sandrine. C'est un sujet qui m'anime forcément beaucoup. Je voudrais… Vas-y, Michel. Professionnel maintenant. Et justement, pour aider les entreprises à concilier, il faut des entreprises dynamiques qui s'orientent et qui répondent aux défis. Alors ça, c'est le fond de ma conviction. Moi, le faire tout péter, enfin, ça ne va rien résoudre du tout. Vas-y, Michel voulait intervenir. Oui, vas-y. Jean-Christophe, c'est vrai que… pardon. Vas-y, c'est à toi que je parlais, pardon.
Pardon, c'est pas Michel, alors. Merci. Ah, pardon, j'ai dit quoi? Oui, Jean-Christophe, c'est vrai qu'il y a eu toujours, historiquement parlant, un divorce entre les Français et l'entreprise, mais pas uniquement entre les Français et l'entreprise, mais les Français, ils ont la dent très, très dure, non seulement contre l'entreprise, mais contre la réussite, l'échec. Enfin, tout ça, ce sont des raisons, je dirais, d'historique qui expliquent. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. L'intervention de l'État, c'est un concept effectivement qui a beaucoup de sens, mais qui pose quand même des problèmes. Jusqu'à quel niveau l'intervention? Est-ce qu'elle reste au niveau donc des éléments, ce qui est régalien donc finalement de l'État, ou est-ce qu'elle va au-delà? Enfin, ce sont des problématiques très complexes. En tout cas, moi je voudrais te remercier donc pour cette étude parce que premièrement, il renforce, je dirais, légitime même la conscience écologique donc au niveau de salariés, au niveau de l'entreprise, et ça c'est un point pour moi qui est très très positif. Le deuxième point positif pour moi, c'est que rien ne passe, il n'y a pas que les opinions, les attitudes, donc finalement, qui font avancer, c'est surtout le comportement de l'individu. Et donc c'est pour ça que Sandrine, quand elle a posé la question, c'est vrai aussi que le comportement, c'est-à-dire ce qu'on fait dans son entreprise, donc finalement qui fait avancer les choses. Et puis deuxièmement et troisièmement, il n'y a pas, je dirais, de conscience écologique sans implication de la direction. Si la direction, donc les décideurs, ceux qui sont impliqués, donc finalement qui montrent l'exemple, eh bien, s'ils ne sont pas impliqués dans ça, donc je ne crois pas qu'on puisse. Et puis moi j'ai une dernière petite question pour Jean-Christophe. Effectivement, c'est une étude très intéressante sur la conscience écologique, mais à quand une étude sur le développement durable, c'est-à-dire qui associe les trois éléments qui sont l'économique, le social et puis l'environnemental? C'est parce que je ne crois pas qu'on puisse honnêtement engager une réflexion uniquement sur l'écologie. Je crois que l'écologie, elle est fondamentalement liée au social et à l'économique. On ne peut pas demander à quelqu'un, donc finalement, d'aller bosser donc, à 50 km et donc de réduire si on ne présente pas des possibilités économiques pour ce transport. Oui, tout à fait, entièrement d'accord. Là, on avait une limite de durée de questionnaire. On ne voulait pas dépasser un questionnaire d'1 quart d'heure, ce qui est déjà très long. Voilà, mais en tout cas, oui, puis aussi pour répondre à Sandrine sur ses remarques, d'avoir des dirigeants qui peuvent incarner le fait que l'entreprise peut aussi contribuer à la solution et cet engagement et cette exemplarité en acte, je pense que ça va donner une très grande prime d'attractivité, en tout cas effective, qui permettra à cette entreprise de prendre des positions, d'être un des leaders dans la transition dans son domaine. Voilà. Et les banques, vraiment, je vous dis, demandez Caroline Weber comme experte, c'est une experte économique très forte qui explique vraiment, la première a vraiment expliqué massivement ce qui est en train d'arriver, la taxinomie et le reporting extra-financier et toutes les opportunités économiques que ça représente pour les entreprises et les sanctions terribles que ça représente pour celles qui n'enclenchent pas. Tant pis pour elles, hein, ça sera impitoyable. Bon, et bien sur cette alerte. Voilà, désolé de finir un peu sur ce ton-là. Mais... On était resté sur un point positif avec Sandrine, là, tout un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Des opportunités. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et au mois prochain, avec Victoria Pellet-Reimer, ce sera le 29 novembre. Même heure, même endroit. Merci. Très bon appétit et bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et merci Florence.